Mesdames, Messieurs, chers amis, cette supervision qui donne son titre à cette soirée proposée par le Musée de l'Armée à l'invitation du Centre Pompidou, que nous tenons à remercier chaleureusement pour sa confiance, n'est, contrairement à ce qu'elle pourrait laisser entendre, ni omnisciente, ni surplombante. Rassurez-vous, rien d'orwellien dans cette soirée. Supervision nous invite au contraire à varier les échelles, les angles et les focales de notre regard sur les traces de la guerre, considérées comme un phénomène anthropologique par-delà ses déclinaisons temporelles et géographiques, des tranchées de la Somme à celles du Donbass. En cela, la démarche artistique qui sous-tend supervision s'apparente à celle de l'historien qui, tel Sisyphe, ou le philosophe décrit par Maurice Merleau-Ponty, repart inlassablement, comme n'importe quel autre de ses pairs, à l'assaut de la même montagne en changeant de face pour nous en offrir une vision perpétuellement renouvelée. Le sujet est en effet éternel, universel, la guerre, mais la façon de le scruter est sans cesse inédite. Ainsi vont l'art et l'histoire, fidèles compagnons de route du Musée de l'Armée, qui ambitionnent, comme eux, d'ouvrir des voies de compréhension, de débat et de dialogue sur le monde. Dans ce travail de défrichement, il nous a semblé que seul l'œil et l'esprit ne pouvaient suffire et que tout notre être devait être engagé et convié à un spectacle vivant, vibrant, fait d'images, de textes lus, de sons, de gestes et de souffles, car nos corps ne sont-ils pas la condition permanente de l'expérience, que celle-ci soit physique ou intellectuelle, c'est-à-dire de toute connaissance. Conçue comme l'une des multiples incarnations du projet scientifique et culturel du Musée de l'Armée, Supervision s'apparente à l'un de ces moments décrits par Michel Foucault où, je cite, « La question de savoir si on peut penser autrement qu'on ne pense et percevoir autrement qu'on ne voit est indispensable pour continuer à regarder et à réfléchir. » Je passe sans plus attendre la parole à Lucie Morisseau-Chastagnier, qui est notre responsable des collections photographiques au sein du Musée de l'Armée, et à Michel Slomka, photographe de l'agence Myope, qui vont vous présenter les intentions et le déroulé de Supervision. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir. Avec les équipes du Musée de l'Armée et du Festival Hors Piste du Centre Pompidou, mais aussi les artistes qui ont conjugué leur talent pour l'événement, nous sommes très heureux de partager cette soirée, qui va être scandée en 2 mouvements. Le premier nous réunit dans cet espace où seront conviés photographie, danse, musique et paroles. Le second nous emmènera dans l'Historial Charles de Gaulle, pour découvrir une œuvre de Christian Boltanski qui est spécialement prêtée par le Centre Pompidou dans le cadre du festival et enfin partager ensemble un moment d'échange. Aussi, de très nombreux remerciements s'imposent, au premier rang desquels la direction du Centre Pompidou, Laurent Lebon et toute l'équipe d'Hors-Piste, Mathieu Pot-Bonneville, Géraldine Gomez et Élise Lafrougie. Les équipes de conservation pour le prêt de l'œuvre de Christian Boltanski, Xavier Ray, Philippe-Alain Michaud, Raphaël Bianchi. Au Musée de l'Armée, le général de division Henri de Medlège, directeur, Ariane Jem-Sarrazin, directrice adjointe, ainsi que l'ensemble des départements et équipes qui ont œuvré au projet. Pour cette conférence performée, nous remercions également Mélanie Roger, qui est conseillère à la programmation danse, et Leïla K, chorégraphe, artiste récompensée en 2022 par 2 prix prestigieux, qui ont su, à notre invitation et audacieusement, transcender l'univers désincarné des photographies aériennes que vous allez découvrir par une mise en chair et encore, grâce à une performance adaptée de la pièce Bouffée, qui sera interprétée avec une énergie combative par Aïda Ben Hassine, Jade Logmo et Zoé Laktani.
Enfin, co-commissaire à mes côtés, Michel Slomka, photographe et membre de l'agence Myope, qui a convié Alex Lieber, réalisatrice, Benjamin Chaval, compositeur, et Laurie Belanca, véritables voix, qui ne sont pas avec nous mais qu'on associe par la pensée, pour porter cette soirée expérience autour de la photographie de guerre vue du ciel. Alors, en écho au titre du festival, Voir la guerre et faire la paix, notre envie était de proposer une expérience différente de la représentation des conflits plus traditionnels, en choisissant ce point de vue si singulier de la vision aérienne. Parce que pour nous, au Musée de l'Armée, c'est aussi traverser en quelque sorte l'histoire pour éclairer l'actualité, avec 2 créations visuelles inédites et sonores qui vont dialoguer, Supervision et Topographie 2 Donbass. Ce super point de vue va se focaliser sur le territoire en prenant le parti d'une désincarnation du conflit au profit de la géographie, sans renier bien évidemment le coût humain et écologique des guerres, mais en envisageant une lecture déplacée des conflits. À partir des collections photographiques du Musée de l'Armée et des archives de l'ECPAD qui retracent un siècle de guerre vu d'en haut, et réalisées par des militaires photographes, des observateurs aériens français, mais aussi allemands, et également le point de vue contemporain que apporte Michel Slomka sur le territoire d'Ukraine, va se dessiner ensemble cette nature performative de la photographie en temps de guerre qu'a parfaitement résumé le cinéaste Harun Farocki. La photographie qui conserve, la bombe qui détruit, les deux se rejoignent désormais. Alors qu'est-ce que c'est que cette supervision ? Pour nous, supervision, c'est à la fois embrasser le rêve d'Icare et déployer l'œil de Dieu, pour emprunter aux Américains le surnom de la numérisation du champ de bataille, celle d'une vision totale, omnisciente, où la surface du globe se mue en un disque qui semble rejouer indéfiniment une même musique, un chant du monde en guerre. Supervision, c'est aussi déployer le champ du contrôle et celui d'un nouveau régime de la domination, selon le philosophe Gilles Deleuze, mais également celui de la distance. Supervision, c'est aussi, pour regarder la guerre, lui faire face et dépasser la sidération, pourrait emprunter au registre de la psychanalyse, afin d'y voir plus clair et mieux comprendre, presque un 3e œil, en somme. En tout cas, qui permet cette vision réflexive de l'humanité sur elle-même. D'où vient cette supervision ? Quand deux technologies s'unissent, le résultat est souvent davantage plus grand que la simple addition des deux. Et ce fut le cas de l'association de l'avion et de l'appareil photographique. Ce constat conduisit le président de la Royal Photographic Society, en août 1919, à déclarer que l'appareil photographique avait gagné la guerre. Déjà, dès 1794, les armées françaises utilisent les services d'observateurs installés dans les nacelles de ballons captifs et l'aérostation militaire était née. Il restait à fixer, autrement que par le dessin, le résultat de cette vue basculée. Ce sera Nadar en France dès 1858 ou James Black aux États-Unis. Si la guerre de sécession avait esquissé l'usage militaire de ce type de photographie, ce fut durant les débuts de l'aéronautique militaire en 1909 que les opérateurs commencèrent à exercer leur talent, bientôt mis à profit à un rythme très cadencé lors de la Première Guerre mondiale. En effet, alors que la guerre s'installa dans la durée, le matériel et les techniques évoluèrent rapidement dans les camps des différents belligérants, jusqu'à obtenir un degré de précision et de détail utile au renseignement et à la conduite de la guerre, comme le repérage des positions ennemies pour l'établissement des schémas directeurs des tirs d'artillerie. Bien évidemment, ces images abstraites devaient être soumises à terre aux interprétateurs qui allaient déchiffrer ces données. Les laciers informes sont reconnus comme des boyaux, des tranchées, des taches sombres comme autant de réseaux de barbelés. Un ensemble de modulations chromatiques qui vont traduire parfois une activité intense. Ainsi, vu d'en haut, les dessins de l'ennemi deviennent intelligibles, la photographie aérienne se mue en une arme de guerre. L'alliance explosive de l'avion et de l'appareil photographique ne fut qu'un court prélude à d'autres assemblages technologiques, à d'autres usages plus complexes, plus ambitieux, dont on assiste aujourd'hui à un déploiement sans fin. Robots, drones, satellites prolifèrent. Avec l'apparition en 2005 de l'outil Google Earth, l'œil semble partout et les machines ne dorment jamais. La guerre modèle la photographie dans ses applications, comme l'image aérienne qui en est produite bouleverse la perception du monde connue jusqu'alors, à jamais pris dans sa double articulation d'art et de science par un effet de surgissement d'ordre graphique et esthétique. Peu visible depuis le sol et du ciel, le paysage lui-même devient un négatif photographique sur lequel une image latente se révèle.
Cruciaux alors pour les stratèges d'hier comme pour les historiens d'aujourd'hui, ces documents dévoilent également le martyre subi au sol. Alors la photographie aérienne des champs de bataille devient une métonymie du corps meurtri et de la mort. Reviennent en mémoire la notion de frappe chirurgicale, définie lors de la Première Guerre du Golfe, et le paysage de guerre devient une sorte de miroir de l'âme humaine. Mais gardons à l'esprit qu'après la destruction point aussi la régénération, car, pour emprunter au poète Friedrich Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, le déplacement de l'usage de ces technologies devenues accessibles et émancipées du seul registre militaire sont aussi des instruments mis à disposition des sociétés civiles, ONG, journalistes, qui œuvrent ensemble à un autre savoir-voir du monde et sa compréhension. Et c'est ce que va vous exposer également Michel Slomka. Je vous remercie. Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Alors, je vais introduire le plus brièvement possible le second film que vous allez voir ce soir et qui est intitulé Topographie 2 Donbass. C'est un travail qui est toujours en cours et qui prendra à terme la forme d'un atlas photographique, une archive visuelle des tranchées creusées le long de la ligne de front du Donbass en Ukraine. J'ai passé et je passe encore un temps considérable à compiler, grâce aux images satellites en accès libre sur Google Earth, les traces que le conflit ukrainien a laissées dans la terre de ce pays. En effet, depuis 2014, la révolution de Maïdan a provoqué l'annexion de la Crimée par la Russie et la sécession des régions du Donbass soutenues par Moscou. La guerre qui éclate en 2014 est une guerre de territoire et de souveraineté. C'est aussi une guerre de position. Dès janvier 2015, les deux camps en présence se mettent activement à creuser la terre. Les pelles et les engins de chantier donnent naissance à des centaines, aujourd'hui peut-être à des milliers de tranchées courant du nord au sud le long de la ligne de front. Les images que vous verrez ce soir datent pour la plupart des années 2015 à 2019. C'est une forme d'archéologie du temps présent. Creuser le temps, remonter le flux ininterrompu de données qui nous parvient, les isoler, les cadrer, extraire d'un signal presque infini la singularité d'un signe, en faire une photographie ou bien un photogramme, comme je les appelle, tout cela soulève bien des questions. Nous n'avons malheureusement pas le temps de les traiter toutes ce soir, mais je voudrais m'arrêter sur l'une d'entre elles, que l'on peut légitimement se poser. Qu'elles soient faites depuis le ciel ou depuis l'espace, les prises de vue aériennes sont souvent belles et captivantes. Elles attrapent notre œil et le séduisent avec leurs paysages abstraits, leurs lignes pures, leur espace pictural. Est-ce donc cela, la guerre? En grande partie, non. La guerre implique des hommes et des femmes. C'est eux qu'elle concerne avant tout. La guerre concerne les corps. La peur et le stress, le manque, la faim, le froid, l'absence, l'odeur de la mort, de l'incendie, de la saleté, la peur toujours de mourir, de partir, de rester, d'oublier, de survivre à ses proches, de devenir fou. La guerre est un processus physique qui ruine petit à petit les vies humaines, les abaisse et les détruit. Pourquoi, pour un photographe, abandonner son boîtier et adopter une focale si lointaine que les êtres humains en deviennent invisibles? Là-haut, très loin au-dessus de nos têtes, les satellites tournent dans une ronde silencieuse et parfaite. Dans l'espace, plus de vacarme, plus de peur, aucun enfant à mettre à l'abri, pas de mots d'adieu, aucun dernier soupir confié à la boue. Le calme absolu règne. Il n'y a aucun son, aucun cri, aucune déflagration. Les satellites orbitent dans un mouvement idéal et sans frottement. Quelle mise à distance ambiguë, soudain, entre nous et la souffrance. Alors pourquoi? Là encore, il y a bien des réponses possibles. Je voudrais ce soir n'en formuler qu'une pour éclairer ma démarche. Nous avons envoyé des satellites là-haut pour pouvoir nous observer, nous contempler avec un recul immense et comprendre comment nous vivons, comment nous habitons notre planète, comment nous nous détruisons entre nous et comment nous détruisons la planète.
Les satellites sont des miroirs, les plus lointains que nous puissions nous tendre, afin de nous voir vivre, croître et mourir à la surface de la Terre, non pas comme des individus, mais comme une espèce. Les traces laissées par la guerre sur la surface habitable du monde nous parlent moins d'histoire et de géographie qu'elles n'esquissent un portrait. Ses traits sont durs et ses yeux hantés, c'est le portrait de notre condition. Voilà, avant de vous laisser découvrir le film, quelques indispensables remerciements. Un grand merci aux co-auteurs du film qui ne sont pas présents ce soir, Alex Libert, Benjamin Chaval et Laurie Belanca. Merci au Musée de l'Armée et à Lucie Morisseau-Chastanier pour son invitation à participer à cette soirée. Enfin, merci à l'équipe du festival Hors Piste du Centre Pompidou, dans le cadre duquel cette soirée vous est proposée. Excellente projection à tous.
Ceci n'est ni le commencement, ni la fin. Nous sommes juchés quelque part, au milieu d'une échelle d'espace et de temps, peut-être infinie, à une distance encore inconnue de la réalité. Le regard n'embrasse rien qu'il puisse reconnaître ou nommer. Plus tard, même quand le chaos sera devenu forme, l'obscurité demeurera tapis au fond de toute chose. Une tache noire, indélébile, imprégnera notre rétine de son empreinte incomprise et fantomatique. C'est le sens premier de la nuit de nous contaminer. Dès lors qu'on se déplace sur notre échelle, de nouvelles structures émergent. On reconnaît le brouillard indistinct des pixels qui pullulent toujours plus nombreux. Il faut croire que nous sommes aux confins d'une image en train de naître. Le regard accroche maintenant en tout point. Il interprète, calcule et relie chaque fragment visible en une architecture qui est peut-être aussi un champ, une intensité. Que voit-on exactement ? Changer d'échelle nous a offert plus de recul, mais l'image sous nos yeux reste pétrie d'étrangeté. On voudrait pouvoir la convertir en mots, en sons, en odeurs, pour mieux pouvoir s'en saisir. Mais alors, il n'y aurait plus d'image. Il y aurait l'expérience limite d'un monde livré à ce que la photographie a figé. Les labours d'un champ dévasté par le pilonnement des bombes. Nous en serions entièrement aveuglés. Il faut donc se tenir là, à la recherche d'un équilibre incertain, et faire du vertige un endroit précis d'où formuler nos questions. Suspendus à ces perspectives impossibles, contemplant depuis le ciel l'étendue du ravage, la terre se dresse face à nous comme un miroir. Les plaies qui la défigurent renvoient les traits défaits de notre propre visage. Ukraine, de la racine slave kraj, extrémité, limite, bord. Un mot aussi bien utilisé dans l'expression première ligne de résistance que les lèvres d'une plaie. Dérivé de l'ancêtre indo-européen kra, coupé, séparé, d'où entaille, coupure, frontière, province,
et enfin, pays. Un nom de pays qui dit la blessure, ou plus largement, tout ce qui est venu violemment creuser dans la matière tendre de la vie. Une écriture, un langage, les glyphes d'une civilisation mystérieuse. Les tranchées scarifient la plaine de leurs motifs abstraits. Ce sont des hommes qui ont creusé ces lettres et ces mots, bariolant l'étendue tranquille des champs de la violence graphique de leurs lignes. Un mot est avant tout un son, et les tranchées sont des idéogrammes sonores. Elles inventent une langue du fracas et de la perte, du feu et de la peine, des longs silences hantés qui suivent le hurlement des armes et des voix humaines. La steppe pontique et ceux qui l'habitent sont désormais marqués par ce réseau de lutte et de deuil. Le labour du tracteur en épouse les formes cruelles. La pluie, comme les larmes, y ruisselle. Avant d'être le grenier à blé de l'Europe et d'une partie du monde, la plaine intouchée était le domaine du vent et des peuples cavaliers. Les chants du Donbass ont gardé la mémoire de cette époque, commencée il y a 7000 ans, quand les princes et les rois étaient enterrés sous des tumuli d'herbes. Des milliers de kourganes, comme on les appelle, parsèment toujours la région, offrant depuis le ciel la constellation de ces temps lointains. On en verra beaucoup autour des tranchées. Ce sont les tombeaux de ceux qui vécurent là. La langue parlée par le peuple des kourganes est à l'origine de toutes les langues indo-européennes. De manière souterraine et obscure, nous continuons à la parler aujourd'hui. Ces mots ont tracé un sillon noir au milieu de nos jours. Ну и что, расскажи там, что нового, как дела? Наши там уже с ума сходят на передке переносить. Почему? Ну и каждый день подряд. Каждый день просто не бывает. Время короче, блядь, да. Пацанам. Пересновка вчера, во-первых, все, блядь, уже и пристали. Во-вторых, ебать, это когда-то понял. Блядь, все, ебать, не знаю.
Black Community. En fait, elle est là. J'aime pas beaucoup plus.